CIBL 101,5 Radio Montréal. Deuxième demi-heure de Science au Soleil. « 9h30 sur les ondes de CBL 101.5 Radio Montréal, Vincent Allaire au micro, deuxième demi-heure de Science au Soleil. On parle maintenant espace avec Adrien Vilquin. Deux planètes font l'actualité en ce moment même, Mars et Jupiter. Adrien, vous nous décrivez un peu l'actualité spatiale qui se passe maintenant dans notre système solaire. Alors, on va commencer par Jupiter. Jupiter, c'est la 5e planète du système solaire. C'est une planète géante. Elle fait 11 fois la taille de la Terre. La plus grande du système, d'ailleurs. Voilà, la plus grande du système. Et c'est une planète gazeuse, donc on pourrait éventuellement la traverser de part en part sans jamais rencontrer de surface solide. Bon, ça, c'est sans compter sur l'hypothèse, mais on n'est pas sûr, d'un éventuel noyau. Bon, quand on pense à Jupiter, on voit tout de suite son système d'atmosphère qui est vraiment très particulier. On connaît la fameuse grande tache rouge, une tempête vraiment disproportionnée qui existe depuis des siècles, mais aussi un système nuageux en bandes formé par des vents qui circulent en sens inverse. Eh bien, figurez-vous, Vincent, qu'une de ces bandes a disparu. Et pour être exact, c'est la bande équatoriale sud. C'est une ceinture rouge qui fait le tour de la planète et le long de laquelle navigue habituellement la grande tache rouge. Alors, il faut savoir que toute cette couleur rouge, c'est dû à des nuages d'ammoniac. Ouais, du NH3, ouais, c'est ça. Donc, un atome d'azote avec certains atomes d'hydrogène. Donc, une molécule assez simple, d'ailleurs. Voilà. Donc, cette bande rouge a disparu. C'est un astronome amateur australien. Il s'appelle Anthony Wesley, qui s'en est rendu compte. Il était le premier à voir le nouveau visage de Jupiter. C'était le 9 mai dernier. Donc, un amateur quand même assez étonnant qu'on s'en rende compte comme ça subitement. Est-ce qu'il n'y a pas du monde qui observe en permanence les planètes? Alors, si, bien sûr, mais dans la limite du possible. Les derniers clichés qu'on avait de la planète dataient de fin 2009. Ce qui s'est passé, c'est que pendant 6 mois, on n'a pas pu observer Jupiter parce qu'elle était derrière le Soleil et donc noyée dans sa lumière. Et puis que ce soit un amateur qui ait fait la découverte, ça n'a rien d'étonnant. Ils sont très nombreux, les amateurs, bien plus que les télescopes utilisés par les scientifiques. Alors souvent, ils font des découvertes intéressantes. Oui, c'est vrai. Mais qu'est-ce qui s'est passé derrière le Soleil pour que la bande disparaisse comme ça? Bien Vincent, la réponse va être rapide, on n'en sait rien. On n'en sait rien, mais ce n'est pas nouveau. Ça s'était déjà produit en 1973 et 1990, donc tous les 20 ans grosso modo. Alors pour certains chercheurs, ça serait dû à des cristaux de glace d'ammoniac qui se sont formés au-dessus des nuages d'ammoniac. Donc ils recouvrent cette bande rouge de glace blanche, mais ce ne sont que des spéculations. La réalité, c'est que pour l'instant, on n'en sait rien. Mais pour ceux qui aiment la bande, là, est-ce qu'elle va revenir? Alors oui, Vincent, rassurez-vous, elle devrait réapparaître. Ça pourrait prendre des mois, ça pourrait prendre des années même, mais la rayure rouge va revenir. D'abord sous forme d'un point, donc de la matière qui est poussée à travers l'atmosphère et qui ensuite va se disperser avec le vent et qui va refaire le tour de la planète. Alors si vous voulez vérifier par vous-même, eh bien je vous encourage à vous munir d'un bon télescope. Bon, c'est pas toujours évident, mais en tout cas vous pourrez le pointer sur l'horizon vers le nord-est cette nuit si la météo le permet. Jupiter, vous la verrez se lever vers 2h du matin aux côtés d'Uranus. Oui, c'est quand même possible de faire de la belle observation dans les parcs s'il n'y a pas trop de lumière, donc c'est possible. Et là, bon, ben ça c'est pour Jupiter, on souhaite tous que la bande revienne. Maintenant, on s'intéresse à Mars. Voilà, on va continuer notre petit voyage interplanétaire. Alors Mars, pas besoin de la présenter, c'est la planète rouge. Tout le monde la connaît. Je peux peut-être vous présenter Mars 500. Ça, c'est le nom d'une expérience un petit peu cruelle, menée par l'Agence spatiale européenne et la Roscosmos, l'agence spatiale russe. 6 membres d'équipage, des Européens, des Russes et un Chinois, qui se sont enfermés dans un faux vaisseau. Ça, c'est à côté de Moscou, je pense. Ça se passe à côté de Moscou, voilà. Alors, au programme, 520 jours de faux voyage, avec même ce qui est prévu, c'est un faux atterrissage au milieu, avec un faux paysage martien au milieu du séjour. Alors l'objectif bien sûr c'est d'évaluer la capacité psychologique d'un équipage à faire un voyage aussi long. Parce que l'homme sur Mars c'est pour le 21e siècle probablement. Ce qu'on attend de cette planète c'est d'y trouver des traces de vie et des chercheurs de Montréal viennent apporter leur pierre à l'édifice. Donc on parle de vie sur Mars, qu'est-ce que des chercheurs montréalais ont découvert justement? Alors la découverte en fait ils l'ont faite sur Terre. L'équipe du professeur Lyle White, microbiologiste à l'université McGill, s'est intéressée à une source d'eau très particulière dans l'Arctique, sur le territoire canadien, sur l'île Axel Heiberg. Cette source, elle est particulière pour 3 raisons. D'abord, elle est très froide, ensuite elle est très salée, et enfin elle contient du méthane à la place de l'oxygène. Bref, c'est un endroit vraiment très inhospitalier, et pourtant, la vie, elle se glisse partout. Et cette source, elle abrite une flore microbienne inhabituelle qui consomme du méthane plutôt que de l'oxygène. Donc c'est là qu'il est le lien avec Mars. Ces bactéries, on appelle ça des bactéries extrémophiles,
Si elles peuvent vivre là, c'est qu'elles peuvent vivre sur Mars. Des bactéries qui vivent dans des conditions extrêmes. Pour ceux qui suivent un peu la science et l'actualité scientifique, on entend parler depuis quelques années. Qu'est-ce que ces bactéries-là, donc vous nous parlez aujourd'hui là, dans la source, dans l'Arctique canadien, qu'est-ce qu'ils ont de particulier? Alors c'est vrai, vous avez raison, on trouve des bactéries extrémophiles jusqu'au fond des océans, un petit peu partout. Mais c'est des conditions extrêmes habituelles qui ne correspondent pas toujours aux conditions martiennes, mais là c'est le cas. J'ai eu la chance de discuter avec Nancy Thérault, elle a fait partie de l'équipe qui a travaillé sur cette source, et avec le professeur White pendant son doctorat. Et ce qu'elle m'a expliqué, c'est qu'on ne peut pas rechercher la vie sur Mars directement, bien sûr, mais on peut rechercher la vie dans des environnements similaires. Et donc ce qu'on recherche, c'est l'environnement qui soit en permanence très froid, comme sur Mars. On a trouvé sur Mars des sites qui contiendraient de l'eau gelée et du méthane, donc comme cette source de l'île Axel Heiberg. C'est la réflexion que s'est faite l'équipe du professeur White, c'est que si on peut trouver des environnements similaires sur Terre et que les bactéries y vivent très bien, et c'est le cas, c'est qu'elles pourraient vivre sur Mars. Alors voilà pour l'explication que m'a donnée Nancy Thérault, qui a participé à cette découverte. Donc on a démontré que c'était possible. Maintenant, reste à savoir si c'est le cas. Est-ce que effectivement des colonies bactériennes se sont développées autour de ces sources? Bon, ça va encore prendre une nouvelle mission spatiale. Oui, ça, on n'est pas près de la voir, donc, mais on peut toujours s'attendre à des développements dans les peut-être prochaines décennies. Merci beaucoup, Adrien Vilquin.